L'invité de France Info ce matin est Bruno Studer, qui est député La République En Marche, président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Apathy. Bonjour Bruno Studer. Bonjour. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a révoqué hier le PDG de Radio France, Mathieu Gallet. Cette révocation fait suite à une condamnation en première instance de Mathieu Gallet à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Mathieu Gallet a fait appel de cette décision que de nombreux commentaires ont qualifié hier de décision politique. Vous écoutez notamment l'avocat de Mathieu Gallet, Daniel Fasquelle pour Les Républicains, Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. La pression de l'État a été plus forte que la présomption d'innocence. Quand le ministre de la Justice dit que Mathieu Gallet doit se poser la question de sa démission, quand le ministre de la Culture dit que sa situation n'est pas acceptable, il y a une pression extrêmement forte. Drôle de ministre de la Culture qui devient une sorte de ministre de la censure. On a le sentiment aujourd'hui que le CSA est aux ordres de M. Macron, du gouvernement, de la ministre de la Culture. Mathieu Gallet était devenu quelqu'un de pénible pour le pouvoir en place. Je pense que c'est une révocation politique, oui. Une révocation politique, c'est Frédéric Mitterrand qui dit cela. Bruno Studer, quel mot vous mettriez, vous, sur cette révocation ? Mais déjà, vous passez un certain nombre de commentateurs. Il y en a aussi d'autres qui ont tenu d'autres propos en disant que, ma foi, c'était le CSA qui s'était prononcé en toute indépendance. C'est ce que vous pensez ? Oui, j'en suis persuadé. Le CSA a été indépendant dans cette affaire, Oui, à votre avis ? absolument. Et je pense que c'est important. C'est important que vous me posiez la question. C'est important que je sois là pour répondre parce que moi, mon rôle d'homme politique, c'est aussi d'assurer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent qu'on peut faire confiance aux personnes qui sont en responsabilité et que tout n'est pas complot, tout n'est pas que petits arrangements et qu'à un moment donné, pour casser cette petite musique qu'on entend sur un personnel politique, un personnel judiciaire qui serait aux ordres du politique, non, il faut arrêter ça. Le CSA, qui est dirigé par M. Schramek, est nommé dans certaines conditions. Il a pouvoir de nomination et de révocation sur les patrons de l'audiovisuel public. Le CSA a pris ses responsabilités et je connais un petit peu M. Schramek et il a prouvé par le passé son indépendance d'esprit. Et je sais que, moi j'ai pu le rencontrer, M. Schramek, la seule chose qui le préoccupe quand on parle d'audiovisuel public aujourd'hui et d'audiovisuel tout court, c'est d'entamer le grand chantier de la régulation. Parce que c'est ça les... On va y venir. Oui. Mais pourquoi doute-t-on, à votre avis, de l'autorité du CSA ? Je peux vous donner un indice, si vous le souhaitez. Allez-y. La déclaration, après la condamnation de Mathieu Gallet, de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui a dit que la situation dans laquelle se trouvait Mathieu Gallet après sa condamnation n'était pas une situation acceptable. Donc, sous-entendu, Mathieu Gallet doit partir. Mais écoutez, et comme par hasard, après l'intervention de la ministre de la Culture, le CSA dit « Mathieu Gallet doit partir ». Voilà ce qui fait peser le soupçon d'une intervention politique dans la décision du CSA. C'est tout simple. Oui, et le CSA a pris le temps de la réflexion. Et le CSA a pris une décision souveraine hier. Voilà, la ministre s'est exprimée. Est-ce que c'est... Je m'étais moi-même exprimé sur cette question-là. Est-ce que c'est bien qu'un ministre s'exprime ? S'il veut prouver l'indépendance du CSA, est-ce que le ministre doit s'exprimer ou être discret ? Mais ça fait partie du rôle d'un ministre que de donner aussi... son avis sur une question aussi importante que cela. Après, effectivement... Mais si elle donne son avis, alors on va dire elle fait pression. Mais non, elle donne un avis. Enfin, je crois qu'à un moment donné, on a une liberté de parole. C'est une parole qui est responsable. La ministre a pris ses responsabilités. Je pense que les Français attendent aussi... Non, ça ne m'a pas choqué parce que je pense que les Français attendent de leur personnel politique à un moment donné des prises de position courageuses. Vous savez ce qu'on entend sur le terrain. C'est autre chose. Si on dit que le CSA est une autorité indépendante. Non, mais à partir du moment aujourd'hui, c'est difficile quand on est un responsable politique. Non, mais courageuse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la façon dont tout est analysé, décrypté, etc., fait qu'une prise de position sur un sujet aussi sensible que ça est courageuse. Voilà, après, ce qui crée le doute dans cette affaire, c'est, je crois, la chronologie des faits. Épisode 1, Mathieu Gallet est condamné, il fait appel. Épisode 2, le CSA ne réagit pas. Épisode 3, la ministre de la Culture réagit, dit « bon, on verra ». Une première réaction, elle prend acte. 4e épisode, elle dit « attendez, non, finalement, le lendemain, ce n'est pas acceptable ». Il y a, appelons ça comme vous voulez, une sorte de cafouillage qui crée le doute. Écoutez, on a là quand même... une situation qui est extrêmement compliquée à gérer. Dans le contexte actuel de l'audiovisuel et de l'audiovisuel public, ce qui arrive avec cette affaire Gallet, c'est absolument regrettable. D'abord parce que moi, j'avais rencontré Mathieu Gallet au début de ma prise de fonction, on l'a auditionné à l'Assemblée nationale, on a vu à quel point la maison Radio France se portait bien, on a vu à quel point Mathieu Gallet avait une vision
de l'avenir de son entreprise et au-delà de l'audiovisuel public. Il a été précurseur sur des synergies entre les différents groupes audiovisuels publics. Je crois que ce qui arrive est absolument regrettable en termes d'impact pour l'entreprise, pour le personnel. De l'intervention de l'État. Oui, mais écoutez, on va encore une fois... Pourquoi ne pas assumer au fond, après tout, l'État est l'actionnaire principal et vous pourriez nous dire ce matin, écoutez, oui, c'est notre droit, c'est le droit de la ministre de la Culture, c'est le droit du président de la République. On l'a déjà vu ça tellement de fois précédemment. Après tout, c'est pas si choquant. Mais là, il y a un trouble, il y a un doute. Non, parce que je crois que la ministre de la Culture, elle s'est exprimée, comme d'autres ministres d'ailleurs. Et que voilà, il y a un processus dont on hérite en termes de nomination du CSA, en termes de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Tout l'enjeu maintenant, c'est de ne pas reproduire ce que vous appelez un cafouillage, ce que j'appelle une gestion de crise, parce que ça en est une. Et ça, c'est l'enjeu pour nous. En termes de personnel politique, en tant que président de commission, il faut qu'on prévoie pour que les choses, pour que ça ne se passe plus comme ça. On va parler de la suite. Il y a un dernier aspect, évidemment, qui retient l'attention. Mathieu Gallet avait fait appel de cette décision de première instance. On lit sur le site viepublique.fr qu'un appel, je cite, c'est un site officiel, un appel remet en cause l'autorité de la chose jugée. L'appel possède un effet suspensif. L'exécution de la décision attaquée n'est pas possible. Le CSA, l'appel, il s'en moque et il passe ça par-dessus les moulins. Ça vous choque ? Il y a deux choses différentes. Il y a la procédure judiciaire, il y a la procédure du CSA. Et le CSA est plus fort que la justice. Non, mais c'est deux choses différentes. Une procédure d'appel n'est pas suspensive. Par rapport à la justice, oui, mais c'est pas sur cette base-là. C'est pas sur cette base-là que le CSA s'est prononcé hier. C'est sur la base de la compétence, de l'expérience. C'est-à-dire, c'est les critères qui font qu'on peut nommer ou révoquer au sein du CSA. Le CSA dit qu'il ne peut plus y avoir de relation dense, confiante et permanente entre l'actionnaire et Mathieu Gallet, du fait de la condamnation. Mais c'est la décision du CSA. Qui peut s'affranchir donc des règles de la justice. Mais non, il ne s'affranchit pas des règles de la justice. C'est deux procédures différentes. Il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Mathieu Gallet a fait appel du jugement, de la condamnation. Et s'il est relaxé en appel CSA. Et s'il est relaxé écoutez, s'il est relaxé en appel, on aura quelqu'un qui aura des compétences et une expérience qui sans aucun doute sera utile. Et donc il aura été viré pour rien. Mais non, pas pour rien. S'il est relaxé. Mais écoutez, je crois par rapport... Non mais attendez, il faut être clair. Non, mais attendez. Oui, pour rien, on est dans une situation... vous savez, moi, je n'oublie pas dans les situations dans lesquelles j'ai été élu. 50% d'abstention. C'est-à-dire que globalement, on a une défiance par rapport au personnel politique, au personnel... Si, ça a à voir. Ça a à voir. Parce que tout simplement, on a un besoin d'exemplarité aujourd'hui. Et on l'a dit. La ministre s'est exprimée sur cela et sur rien d'autre. Sur cette nécessaire exemplarité du personnel public, qu'il soit politique ou qu'il soit celui en responsabilité, comme c'est des patrons des grands groupes d'audiovisuels. Donc il y a deux procédures. Et je crois qu'il faut arrêter de nourrir cette petite musique sur le fait qu'on ne pourrait pas faire confiance aux hommes politiques ou aux grands chefs d'entreprise publiques. Vous restez avec nous, 8h41, l'essentiel de l'info, Agathe Mahuet. Le scandale du lait contaminé au salmonelle, bien plus vaste qu'annoncé chez Lactalis. La bactérie découverte sur le site mayennais est en fait la même qu'en 2005. Le PDG Emmanuel Bény reconnaît donc que des nourrissons ont pu consommer ce lait en poudre contaminée tout au long des 12 dernières années. Et il interroge comment les tests effectués par un labo extérieur ont-ils pu ne rien déceler. L'association des familles victimes demande des comptes. Des barrages filtrants s'organisent déjà devant certaines facs ce matin comme à Toulouse. Mobilisation à l'appel de 7 syndicats d'enseignants, d'étudiants, de lycéens aussi, contre la réforme du bac et celle de l'entrée à l'université. De son côté, la FAGE, premier syndicat étudiant, soutient ces réformes du gouvernement. 400 000 cas de burn-out chaque année, c'est le chiffre avancé par le Parti des Insoumis, porteur d'une proposition de loi discutée tout à l'heure au Palais Bourbon, pour que cet épuisement au travail soit reconnu maladie professionnelle. Et puis Facebook, jugé en France, c'est une première, accusée de censure. L'affaire remonte à 2011, quand un usager du réseau social avait publié L'origine du monde, célèbre tableau d'un sexe féminin signé Courbet. Son compte immédiatement fermé. 7 ans plus tard, donc, Facebook devra s'en expliquer devant le tribunal de Paris cet après-midi. France Info. Bruno Studer, qui est député La République En Marche et président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée, est l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Radio France, 4500 salariés, est-elle déstabilisée par la révocation de son PDG Mathieu Gallet? C'est ce que pense le SNJ, dont on écoute la représentante Valéria Emmanuel. Qui va nous diriger demain?
qui va participer pour nous aux négociations sur l'audiovisuel public, qui ne peuvent pas se poursuivre sans Radio France, et sans Radio France avec un PDG à sa tête. Donc maintenant, c'est un intérim qui va s'ouvrir. C'est Jean-Luc Vergne, doyen d'âge au conseil d'administration de Radio France, un ancien DRH notamment. Il a notamment exercé au sein du groupe CSA. Cet intérim, Bruno Studer, il doit être, d'après vous, bref. Il faut nommer rapidement un nouveau PDG. Comment vous voyez la situation ? Mais écoutez, quoi qu'il arrive, il y a un délai incompressible qui est celui de... il faut respecter la procédure. Du départ de M. Gallet qui est fixé au 1er mars. Oui, alors ça remet en... Est-ce qu'après, d'après vous, il faut ouvrir une possibilité d'être candidat pour nommer rapidement un PDG ou pas ? Oui, je pense qu'il faut, aller le plus rapidement possible, tout en prenant quand même le temps d'examiner les candidatures qui arriveraient. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser l'entreprise dans l'incertitude par rapport à qui pourrait la diriger. Parce qu'on a besoin tout simplement qu'il y ait un pilote à la tête de Radio France. Mais pour autant, les différentes chaînes de Radio France continuent à être dirigées. Il y a une équipe de direction qui... voilà, Radio France ne se résumait pas à Mathieu Gallet. On avait évoqué la possibilité de voter, alors je mets ça entre guillemets, une petite loi, c'est-à-dire rapidement modifier le mode de désignation des PDG pour les confier au conseil d'administration des entreprises. Vous écartez la possibilité de voter rapidement une loi pour modifier ce mode de désignation ? Ça n'est pas souhaitable. D'accord. Vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Pour faire une loi générale. Oui. Regardez dans la lignée de ce sur quoi vous m'interrogez tout à l'heure, à savoir est-ce que le CSA est sous influence. Imaginez si on fait une loi maintenant pour changer rapidement le mode de gouvernance. Voilà, ça va donner encore de l'eau au moulin à ceux qui diraient qu'on se précipite pour reprendre le contrôle. Je crois que... Ça signifie que le futur patron de Radio France sera nommé par le CSA. Oui, c'est la procédure qui existe aujourd'hui. Donc, à partir du 1er mars, la procédure peut être lancée puisque Mathieu Gallet doit quitter ses fonctions. Avec une petite nouveauté, puisque vous savez que la procédure prévoit qu'il y a un tuilage aussi, c'est-à-dire que l'ancien président passe la main pendant 3 mois à la nouvelle ou au nouveau président. Voilà, on a quelque chose de nouveau qu'il faut examiner juridiquement. Mais je crois qu'effectivement, il faut aller assez vite, mais en se donnant le temps quand même de choisir la bonne personne. Pourquoi Emmanuel Macron, il y a quelques semaines de cela, a-t-il parlé de honte à propos du service public de l'audiovisuel ? C'était une réunion à l'Élysée devant des députés de La République En Marche. Vous étiez peut-être ? Oui, j'y étais. Oui. Pourquoi a-t-il évoqué le mot honte ? Parce que je pense que quand on regarde aujourd'hui l'audiovisuel public, il y a des choses qui sont absolument remarquables. Il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce que les Français sont à payer par foyer fiscal 138 € par an. Vous pensez à quoi ? Bien, je pense que tout simplement, j'écoute ce que me disent les Français, parce que c'est ça aussi un député, c'est quelqu'un qui a un rapport direct avec le terrain, et que certains ne comprennent pas pourquoi sur certaines chaînes de télévision, il y a des programmes qu'on retrouve sur d'autres chaînes privées, que ce soit des émissions de variété, de divertissement, des émissions de jeux, etc. Il y a une vraie interrogation sur comment est-ce qu'on utilise l'argent public aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est... Ce mot de honte, vous le revendiquez aussi ? Quand je regarde certaines émissions du service public, je ne suis pas fier. Vous avez honte ? Quand je regarde certaines émissions, j'ai dit. Oui, lesquelles ? Je ne vais pas maintenant donner des bons points ou des mauvais points, mais je ne suis pas sûr qu'il y a certaines émissions pour lesquelles je serais prêt à payer quand un samedi soir, à une certaine heure de la soirée... C'est dommage que vous ne donniez pas d'exemple, parce que du coup, on a du mal à comprendre. Alors, Parce que la honte, Bruce vous reprend sur ce mot, la honte est un mot fort. Qu'est-ce qui peut susciter de la honte quand on regarde ? Parce que si je comprends bien votre raisonnement, ça ne concerne pas la radio ? Non, écoutez... Ça concerne la télé. Mais déjà, le mot honte, il a été utilisé par le président de la République dans un caractère privé, en parlant de certaines choses très précises, dont je vais pas maintenant, sur lesquelles je ne vais pas revenir non plus. Je crois qu'il y a une volonté... Parce que derrière ce mot qui a été repris, etc. Par mais là, on parle de vous. Oui, d'accord. Vous m'interrogez moi, je vais vous dire aussi c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Alors, vous avez dit émission de divertissement... c'est large, parce que ça peut être des jeux, ça peut être une émission de variété, ça peut être un talk show. Je sais pas. Mais il y a certaines émissions qui, effectivement, il y a exactement l'identique. Oui, me dérange. Effectivement, ça c'est mon avis en tant que Français, en tant qu'élu de la nation, par rapport à une redevance qui est aujourd'hui adossée à la taxe d'habitation, qui fait qu'on paye 138 € par an.
par foyer fiscal. Quand vous voyez ce qui se passe en Suisse, vous avez une pétition, une votation qui est bientôt prévue en Suisse pour remettre en cause la redevance à l'audiovisuel public. J'ai pas envie qu'on arrive à ça parce que moi je suis profondément attaché. C'est un risque en France. Pardon ? C'est un risque en France. Mais c'est un risque en France que les gens ne veuillent plus payer la redevance à cause de ce que vous pourriez qualifier, je ne sais pas, de... Vous dites que vous n'êtes pas fier de la télévision, donc pas toujours. Vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui en France? Mais oui, pas pour cet aspect-là, parce que... Vous avez rencontré des gens qui veulent refuser les payer la redevance? Oui, bien sûr. Oui. Beaucoup? Oui. Ah bon, beaucoup. Il y a une révolte qui Pas une révolte, mais une vraie interrogation sur le fait de savoir comment utiliser l'argent public. Et moi, je suis extrêmement attaché. Parce que c'est ça l'enjeu quand même. Je suis extrêmement attaché à ce que l'audiovisuel public continue d'exister en France et que derrière toutes ces questions, il y en a aussi des plus profondes qui nous interrogent fondamentalement par rapport à l'environnement économique dans lequel on est. Moi, ce qui m'interroge, c'est que les 40% d'auditeurs qui sont en train de nous écouter dans leur voiture, dans 5 ans, ils puissent continuer à avoir France Info, même s'ils n'ont plus de radio hertzienne, mais s'ils ont un player dans la voiture. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour l'audiovisuel public. Oui, ça, c'est la technique, c'est pas du contenu. Mais on ne peut pas séparer la question de la technique du contenu. Je ne la sépare pas, mais comme vous évoquiez autre chose... On ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut renforcer absolument la légitimité du service public. Je crois qu'il y a des projets, et ce n'est pas parce que je suis ici sur France Info TV que je vais le dire, mais je crois qu'on a ici un bon exemple d'une vraie capacité du service public à se réinventer pour offrir quelque chose qui est une nécessité dans le paysage audiovisuel public français. Voilà, donc il y a des chantiers à mener, mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie interrogation par rapport à la redevance télé. Oui. Le projet de loi qui va réformer l'audiovisuel, sera-t-il voté avant la fin de l'année, d'après vous, Bruno Studer ? Écoutez, c'est annoncé en tout cas pour la deuxième partie de 2018 en ce qui concerne l'audiovisuel public. Parce qu'après, il faut aussi être clair par rapport aux enjeux. Il y a aussi la question de la régulation de l'audiovisuel globalement, en général. Et c'est absolument essentiel. Il faut regrouper, d'après vous, la radio et la télé ? Regroupé dans une entreprise unique? Mais alors, déjà, il n'y a pas que le débat France Télé, Radio France. Non, mais moi, c'est la question que je vous pose. Non, mais oui, vous me posez la question. Est-ce qu'il faut regrouper Radio France et France Télévisions? Mais quand vous me parlez d'audiovisuel public, je pense aussi à France Média Monde, par exemple. Est-ce qu'il faut regrouper tout le monde? Alors, j'en sais rien, mais est-ce qu'il faut refaire quelque chose qui ressemble à l'ORTF? Alors l'ORTF, elle existait dans un monde où il n'y avait pas de télévision privée, hein. Le paysage n'est pas du tout le même. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regroupement qui est nécessaire? Oui, moi j'en suis persuadé. Parce que quand je vois effectivement que la frontière entre radio et télé, elle s'amenuise de plus en plus, elle est de plus en plus floue, que je me pose vraiment des questions à savoir à quoi va ressembler le paysage audiovisuel dans 5 ans. Je crois qu'effectivement, il y a des synergies absolument nécessaires entre la radio et la télé à trouver, que ce soit au niveau national et au niveau local, parce que ça va être un gros chantier, il ne faut pas s'en cacher, que de réussir à articuler France 3 et Radio Bleu. Vous restez avec nous, France Bleu, 8h51, voici l'essentiel de l'info. Agathe Mahuet. 150 personnes évacuées de leur logement cette nuit en Seine-Maritime. La crue de la Seine fait toujours des remous. Le niveau du fleuve monte encore dans les boucles en aval de Paris. La Seine est en ce moment plus haute qu'en juin 2016, notamment près de Rouen. Les communes autour d'Elbeuf sont les plus concernées. Une augmentation de 20-40 centimes, parfois jusqu'à 1 euro. Passer au péage coûte plus cher. Dès aujourd'hui, une hausse jusqu'à 2% selon les autoroutes en ce 1er février, compensation d'un précédent gel des tarifs. Le gouvernement, la majorité macroniste l'assure, le CSA prend ses décisions de manière indépendante. Benjamin Griveaux, le porte-parole de l'exécutif, le dit ce matin, tout comme Christophe Castaner. Après la révocation par les sages de Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, la ministre de la Culture avait appelé à son départ. Et puis le divorce entre TF1 et Orange. Le groupe de télévision demande à l'opérateur de cesser de distribuer l'ensemble de ses chaînes, faute d'accord entre les deux groupes. Le replay MyTF1 est d'ores et déjà inaccessible aux abonnés d'Orange. France Info. Bruno Studer, député La République En Marche, président de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Nous allons évoquer une actualité judiciaire qui nous a un peu saisis dans la journée d'hier et d'avant-hier. Jonathan Daval a reconnu, après l'avoir nié durant 3 mois, avoir tué son épouse Alexia. Et son avocat, hier, a dit à propos de Jonathan Daval ceci que nous allons écouter. Je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que le noir et le blanc. J'ai l'impression et j'ai le sentiment qu'il y a effectivement 2 victimes dans cette affaire, Alexia Daval et Jonathan Daval, malheureusement.
L'avocat faisait référence à des tensions, des violences qui existaient dans le couple et cette défense a indigné la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Tendez l'oreille, elle intervenait hier matin sur RTL. Nous dire elle a une personnalité écrasante et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée, je trouve ça proprement scandaleux. Et en disant ça, on légitime les féminicides, on légitime le fait que tous les 3 jours, il y ait une femme qui soit tuée sous les coups de son conjoint, sempiternellement, avec des excuses et des raisons telles que celle-là. Elle avait une personnalité écrasante, elle était trop exigeante, elle s'habillait de façon trop aguicheuse. Il y a toujours une bonne excuse, ça suffit. Alors ce commentaire de la secrétaire d'État a suscité beaucoup d'émoi hier dans le monde de la justice. Au nom de la séparation des pouvoirs, on dit plusieurs avocats. Un ministre ne doit pas intervenir, un avocat est libre de présenter sa défense comme il le veut. Quelle est votre opinion, Bruno Studer? Vous comprenez ce que dit Marlène Schiappa ou vous jugez que son intervention n'est peut-être pas la bienvenue? Moi, je comprends Marlène Schiappa. D'accord. Quand j'entends l'avocat qui expose une défense telle qu'il l'expose juste avant, sincèrement, il ferait mieux de se taire. Mais la défense est libre. La défense est libre. Un membre du gouvernement Écoutez, la critique. Si cet avocat pense que c'est ainsi qu'il va mieux défendre c'est son problème, son client, c'est son problème. Oui, franchement. Est-ce que des ministres doivent... On nous dit souvent, quand ils sont à ce micro, des ministres répondent souvent, écoutez, l'affaire judiciaire est en cours, je ne la commente pas. Et puis là, ce commentaire, visiblement, s'affranchit de cette prudence. C'était le sens de la question. Oui, parce que je pense que Marlène Schiappa est dans son rôle de défendre celles et ceux d'ailleurs qui sont choqués aujourd'hui que quand il y a une affaire comme celle-ci, on puisse chercher à défendre un client comme le fait l'avocat juste avant. Enfin, c'est inadmissible. Et la séparation des pouvoirs Écoutez, on a encore le droit de s'exprimer sur un avocat qui tient... C'est un principe qu'il faut respecter. Mais écoutez, l'avocat, il a aussi une réserve à avoir. Il instrumentalise les médias pour essayer de... Je sais pas quoi d'ailleurs. Je crois qu'il est convoqué par son bâtonnier, donc ils vont régler ça entre eux. Voilà, je crois que la défense telle qu'il l'a conçue, ou improvisée d'ailleurs, ça ressemble à l'improvisation. Moi, dans cette histoire, je crois que... Donc une défense n'est pas forcément libre. Mais il est libre de dire ce qu'il veut. Et puis la ministre est là pour rappeler aussi la parole de celles et ceux qui sont choqués, profondément choqués par les propos de cet avocat. Et c'est aussi à ça que sert une ministre. Il y a aussi le cas Gérald Darmanin, qui est sans doute un souci, qui fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il est accusé par une femme de violence à son égard. Lui réfute la version qui a été présentée par la personne qui se plaint de ses agissements. Et au début de la semaine, la porte-parole des Républicains, Laurent Saillet, a dit ceci à propos de Gérald Darmanin. Nous respectons la présomption d'innocence, mais compte tenu des graves accusations qui sont portées, et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Studer? Écoutez, l'ouverture d'une enquête préliminaire est automatique dans le cas d'un viol. Moi, j'ai envoyé un message à Gérald Darmanin pour lui exprimer mon soutien. Je serais le premier à me désolidariser de Gérald Darmanin s'il devait être condamné un jour. Pour autant, effectivement, il y a une présomption d'innocence. La règle est claire. Je crois que il faut laisser à la justice le temps de travailler. On a une justice qui travaille très bien en France. Elle a montré par le passé qu'elle avait à sa tête des magistrats qui étaient capables de prendre des décisions courageuses, d'entamer des procédures qui étaient longues, complexes. Voilà, la justice travaille. Moi, j'ai entièrement confiance, mais entièrement confiance, parce que c'est ça aussi. Excusez-moi, j'en profite. Mais il faut qu'on arrête avec cette histoire de... Voilà, on ne peut pas faire confiance à ceux qui sont les dépositaires du pouvoir judiciaire, ou du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. C'est aussi pour ça qu'on a voulu mener ce combat électoral à cette époque-là. C'est parce qu'on sent que cette défiance, elle ne fait que monter. Et cette défiance qui ne fait que monter, elle ne peut que desservir à terme la démocratie. Donc, vous dites que la règle est claire. La règle, c'est mise en examen, oui. Le ministre doit démissionner. Oui. Mais la présomption d'innocence, elle s'arrête là alors. Mais la règle, elle est claire. Il y a une règle judiciaire et puis après une règle morale, collective, qu'on s'applique en tant que groupe politique. Politique, oui. Mais bien entendu, mais c'est absolument important d'avoir des... S'il était mis en examen, là, il devrait démissionner. Mais la règle est claire. C'est ça la règle. Alors je vais vous répondre. Vous parlez de cette règle-là? Oui. D'accord. Donc s'il est mis en examen, mais ce qui ne... Je viens de vous le répondre. Ce qui ne préjuge pas de la culpabilité.
Mais écoutez, il y a une règle, encore une fois, il faut être très clair pour les Français qui nous écoutent. Il y a une procédure judiciaire et puis après, il y a une règle politique. Au sein de notre majorité, au sein de notre groupe politique, on a une ligne de conduite, il y a une règle qui est claire. Donc oui, s'il y a mise en examen, il y aura démission. Merci Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles et d'éducation à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous.